Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand honneur pour moi. Un grand honneur parce que les maladies osseuses constitutionnelles et la prise en charge orthopédique, ça a été quand même la grande affaire de toute ma carrière. Donc je vais faire un peu d'histoire, on va revenir beaucoup en arrière. Ces maladies osseuses constitutionnelles, elles étaient assez peu connues, en tout cas, disons avant les années 1950, il régnait un assez grand désordre, pas mal de confusion. Et pour l'orthopédiste, une confusion majeure que nous a enseigné M. Maroteau, c'est qu'on disait toujours que ces patients, il ne fallait pas trop les opérer, pas trop les soigner, qu'il fallait attendre la fin de la croissance. Et naturellement, ce n'était pas une bonne option. Les choses ont changé prodigieusement avec l'identification de ces maladies. Alors bien sûr, il n'y a pas eu que l'école de pédiatrie ici à l'hôpital Necker, mais enfin, il faut bien dire que M. Maroteau, ici présent, a été un grand promoteur, une personne extrêmement importante dans ces pathologies, qu'il a beaucoup contribué à clarifier, à identifier et à nous aider pour comprendre, pour les connaître, pour savoir quelles étaient leurs complications. Et donc il est là aujourd'hui, je veux vraiment lui rendre un hommage et lui dire toute ma respectueuse affection. Monsieur, donc à partir de ces années 50, les entités ont été progressivement définies sur des bases qui étaient les bases de la clinique, de la radiologie, et plus tard sont venues se complexifier ou se préciser les choses, disons, par la biologie moléculaire. Donc M. Maroteau était à l'hôpital avec des dossiers extrêmement nombreux, de pathologies multiples, avec de grands problèmes orthopédiques. Et naturellement, tous ces patients qu'il fallait soigner, c'était quelque chose qui était très attrayant et très important pour les orthopédistes. L'orthopédie pédiatrique, c'est une discipline relativement nouvelle. Ce n'est qu'à partir de la fin des années 60 et début des années 70 que se sont structurés les premiers services d'orthopédie pédiatrique. Et ici, à l'hôpital des enfants malades, Pierre Rigaud a été chef de service, s'est beaucoup intéressé à ces maladies osseuses constitutionnelles. Jean-Paul Padovani, qui est un chirurgien extrêmement inventif, et son assistant, ça a aussi beaucoup contribué. Jean-Claude Pouliquin aussi, qui était parti à l'hôpital de Garches et qui est revenu comme chef de service quand M. Rigaud est parti à la retraite. Donc j'ai été l'élève de ces éminents chirurgiens, extrêmement brillants, et M. Rigaud m'avait fait faire ma thèse sur les maladies osseuses constitutionnelles et la prise en charge orthopédique. En 1976, après un voyage aux États-Unis, j'avais vu que les Américains faisaient des consultations pluridisciplinaires. J'étais venu voir M. Maroteau et je lui ai demandé si on ne pouvait pas faire des consultations. L'idée, c'était qu'il ne se promène pas toujours avec ses dossiers sous les bras et qu'on aille s'asseoir avec lui pour consulter. Et cette consultation a démarré, elle a duré pendant 20 ans avec Pierre Maroteau. Et ça a été un immense bonheur de travailler avec lui. Et on a commencé à prendre en charge les maladies osseuses constitutionnelles, à les opérer et à les soigner. Après le départ en retraite de M. Maroteau, 20 ans plus tard, d'autres médecins éminents sont venus succéder. Martine Omerer, qui est maintenant à la retraite, avec qui on a beaucoup consulté, et tous les autres que vous connaissez bien, et qui sont maintenant à la tête de ce centre de référence et avec lesquels nous travaillons tout le temps. Les orthopédistes aussi se sont renouvelés, puisqu'il y a d'autres chirurgiens orthopédistes qui se sont intéressés aux maladies osseuses constitutionnelles. Je veux en particulier citer Zagorka Pégin, qui est ici présente et qui a pris beaucoup ma suite, mais d'autres aussi. Et il faut parler aussi de notre patron Christophe Glorion, qui nous aide beaucoup et nous soutient beaucoup dans la prise en charge de ces maladies. Donc on a appris au fil des années progressivement à connaître des maladies, à connaître leurs spécificités, leur évolution, leurs complications particulières sur le plan orthopédique et à définir, avec l'aide de nos collègues médecins, généticiens, des prises en charge plus spécifiques et plus adaptées. Nous avons aussi, pour pouvoir prendre en charge ces patients, réuni des groupes de médecins intéressés, dont non seulement les pédiatres, les radiologues,
anesthésistes, les généticiens bien sûr, les neurochirurgiens, les endocrinologues avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons aussi beaucoup avec les médecins de médecine physique et de rééducation, dans les centres de rééducation, et nous avons beaucoup de contacts, et en tout cas moi j'ai beaucoup de contacts avec les associations de patients, qui est pour nous un vecteur important d'information, d'enrichissement, d'échange. Toute cette consultation pluridisciplinaire au fil du temps s'est enrichie. Je ne vais pas insister puisque ici tout le monde connaît ces choses parfaitement. Avec le centre de référence en 2004, Martine Leméral l'avait démarré. Puis on a mis en place ces consultations de transition dont on parlera sans doute cet après-midi et qui sont vraiment très importantes. Puis sont mis en place les centres de compétences, un maillage national, beaucoup plus de connexions. Puis récemment, les filières Oscar, dont on va beaucoup parler, et dans le cadre de l'Institut Imagine. Mais je ne vais pas trop parler de ça parce qu'il y a d'éminents spécialistes ici qui le feront mieux que moi. Qu'est-ce qu'on a fait, comment on a soigné ces patients, comment on les a pris en charge sur le plan orthopédique, essentiellement en les examinant, en les surveillant, sur la base de surveillance régulière dans des consultations pluridisciplinaires annuelles. On s'est intéressé essentiellement à protéger ceux qui les menaçaient le plus, c'est-à-dire dans toutes les dysplasies sévères, ce qui peut menacer le névrax, ce qui peut menacer le rachis. On a appris à connaître les anomalies, en particulier de la base du crâne, les sténoses du trou occipital, les identifier précocement, les traiter précocement avant qu'il y ait des complications respiratoires, voire des complications létales, en particulier dans la chondroplasie. Vous avez des images pré- et post-opératoires. On a appris aussi donc à connaître les formes un peu particulières de ces compressions qui entraînent des syringomyélies et la manière de les traiter. On a beaucoup travaillé en collaboration avec les neurochirurgiens. Ils font les libérations, nous on fait les stabilisations et ce travail en équipe est extrêmement agréable et pour nous, pas sur le plan chirurgical, mais surtout profitable pour les patients, puisque ça évite quand même bon nombre de complications graves. On a appris à reconnaître toutes les anomalies des charnières, les instabilités par laxité, par défaut d'ossification, et l'on sait les traiter assez bien par des stabilisations, par arthrodèse par exemple, comme dans cet exemple. On a appris à connaître les anomalies, les déformations de la base du crâne dans l'ostéogenèse imparfaite, avec les protrusions basilaires qui entraînent des sténoses, des troubles de circulation du liquide céphalorachidien. Là aussi, on les opère avec les neurochirurgiens pour libérer la base du crâne et la stabilité. On a appris, et M. Marotto nous a beaucoup enseigné, à protéger les petits rachis hyperlaxes des enfants qui s'effondrent en kyphose et qui déforment leur colonne vertébrale par des prises en charge orthopédiques, par la rééducation, par le port de petites orthèses. On a appris à protéger les déformations des colonnes vertébrales dans les dysplasies qui comportent des atteintes rachidiennes assez importantes, comme ici dans cette dysplasie bêta-tropique, où on a pu protéger la colonne vertébrale de cette demoiselle par des corsets. Mais les traitements orthopédiques des déformations rachidiennes ne sont pas toujours suffisants. Dans toutes les dysplasies un peu sévères, les déformations ne sont pas contrôlées par le traitement par corset et il faut opérer ces patients. Schématiquement, le fait que les colonnes vertébrales se déforment, qu'il y ait des troubles de croissance, est aussi d'une certaine façon pour l'orthopédiste compensé par le fait que ces rachis sont assez plastiques, assez souples, et qu'on peut assez bien redresser les déformations, en particulier en utilisant des tractions préopératoires qui permettent de beaucoup augmenter la taille du rachis, de réduire les déformations, de récupérer des champs respiratoires, parce que ce qui menace le plus ces patients, naturellement, dans ces déformations rachidiennes, ce sont la petitesse du thorax et les difficultés respiratoires. Donc on sait stabiliser ces rachis par des arthrodèses qui sont pérennes et qui protègent les patients au fil des décennies. On a appris à reconnaître aussi tout ce qui pouvait menacer sur le plan neurologique, les canaux vertébraux étroits dans les dysplasies sévères, que l'on sait traiter là aussi par des libérations, par des laminectomies, par des arthrodèses. On s'est aussi beaucoup intéressé aux atteintes des membres. Dans ces dysplasies, il y a des défauts d'ossification. Ces défauts d'ossification entraînent une morphologie anormale des articulations, des pressions unitaires importantes et des écrasements des épiphyses.
Si on ne traite pas ces déformations précocement, cela va évoluer vers des dégradations et vers une arthrose. Et on sait protéger de façon assez pérenne, dans certaines dysplasies, les épiphyses, en particulier les épiphyses des hanches, en faisant des acétabuloplasties qui permettent d'avoir des contraintes beaucoup plus harmonieuses sur des épiphyses qui sont fragiles, comme vous voyez dans cet exemple en bas à droite. On s'est beaucoup occupé de la maladie exostosante, on a enlevé des exostoses un peu partout, et on a appris à surveiller ces patients, ce qui est naturellement indispensable, y compris plus tard à l'âge adulte. On a appris aussi à corriger les déformations des membres liées au coxavara, au flessum de hanche, en faisant des ostéotomies à la fois fémorales, pelviennes, ce qui permet de rétablir des conditions fonctionnelles beaucoup plus satisfaisantes. Les déformations des membres sont fréquentes. Si on ne les corrige pas, ça induit des altérations des épiphyses. Il faut les corriger, même si on est obligé parfois de procéder à des corrections répétitives, comme ici chez cette demoiselle qui a une dysplasie pseudo-achondroplasique assez sévère. On a appris à corriger les déformations des avant-bras, en particulier dans la maladie exostosante, dans la maladie d'Ollier. Donc on s'est occupé de toutes ces déformations. Je ne vais pas énumérer tout, mais c'est juste pour vous montrer quelques exemples. On a consacré aussi beaucoup de temps et d'énergie à essayer de pallier les fragilités osseuses. Il n'y a pas que le chirurgien, il y a les kinésithérapeutes, il y a aussi les possibilités thérapeutiques médicales dans les ostéogenèses imparfaites, mais la chirurgie reste quand même très importante. Et on a su maîtriser de mieux en mieux la protection des os fragiles en utilisant des techniques d'ostéosynthèse. Donc voici juste un exemple. Globalement, par exemple, pour l'ostéogenèse imparfaite, entre les traitements médicaux, la rééducation, la chirurgie, on a quand même beaucoup amélioré le pronostic fonctionnel de ces patients. Et vous voyez qu'au fil des années, le fils va quand même beaucoup mieux que le père, qui a priori à peu près la même maladie. On a appris à faire les allongements des membres, mais Franck Acablette, qui est là, va vous en parler. On fait peu d'allongements des membres pour petite taille. On pourra en parler après, mais nous ne pensons pas que le traitement de la petite taille, ce soit vraiment l'allongement. On en fait un peu, mais pas beaucoup. On a surtout allongé les membres dans les asymétries de longueur. Et voici des exemples. Alors, il y a plein de techniques, mais maintenant, il y a de nouvelles techniques. Mais comme Franck va vous en parler, je ne vais pas dévoiler plus tous ces aspects chirurgicaux. Donc, au total, on fait beaucoup de choses. Bon, je ne veux pas être spécialement modeste, je pense qu'on sait assez bien prendre en charge les dysplasies osseuses. Et je suis très content de tout ce qui a été fait tout au long de ces décennies. Je ne suis pas non plus, mais je parle vraiment à titre personnel, je ne suis pas non plus très heureux d'un certain nombre de choses. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu faire plus de publications, d'avoir un rayonnement scientifique plus large. On a un recrutement international, mais il reste quand même assez modéré. Mais en fonction de l'expérience acquise, je pense qu'on ne s'est pas très bien débrouillé. Il y a sûrement des responsabilités, nous en avons une part. Mais il y a un système aussi qui, je dois dire, n'a pas spécialement favorisé ce rayonnement qui aurait pu être plus grand. Moi, je ne suis pas de nature pessimiste. Je pense que tout ira bien et qu'il y aura des tas de choses nouvelles et puissantes qui pourront s'installer. Mais enfin, aujourd'hui, l'hôpital ne nous fait pas une part très très belle. Les jeunes docteurs et les jeunes orthopédistes travaillent dans des conditions qui sont difficiles. Ils sont surchargés de travail et je pense que demain, ils vont pas, si les choses ne changent pas, ils pourront sans doute faire beaucoup de choses, mais ils vont pas promouvoir véritablement cette activité et l'améliorer. Donc, il y a des choses à faire. Je pense que ces jeunes orthopédistes travaillent quand même dans des conditions difficiles. Je veux saluer Zagor Capégin, qui est ici, qui prend ma suite, mais elle est surchargée de travail. Et la pérennité de ma succession est faite, mais enfin, la pérennité ne me paraît pas totalement acquise. Donc il reste pas mal de chemin, mais ça va. Et puis pour ce qui me concerne, je vous remercie de votre attention.
Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Moi, j'en ai une petite. Je voulais savoir comment la prise en charge plus multidisciplinaire a pu modifier aussi la prise en charge orthopédique. Est-ce que les traitements, la rééducation a modifié tout de même les techniques chirurgicales? Oui, merci de poser la question parce que je ne l'ai pas assez dit. L'orthopédiste tout seul, c'est pas possible. Notre action, elle est liée à tout ce qui nous est apporté sur le plan déjà diagnostique, tout ce qui est l'environnement en particulier des anesthésistes, les autres médecins qui sont dans d'autres activités, le fait qu'on puisse bénéficier de prise en charge sur le plan respiratoire pour certains patients, de médications particulières, par exemple pour l'ostéogenèse imparfaite, de la rééducation, des appareillages, des centres de rééducation. C'est vraiment c'est une organisation qui est assez lourde et qui est assez compliquée et très chronophage aussi, c'est-à-dire qu'on est rentré dedans. Et puis, je pense qu'on a fait à la base, mais on n'a pas eu, à mon sens, le moyen d'avoir de grandes ailes dont on aurait pu rêver. Voilà. Mais est-ce que vous avez vu que les traitements, par exemple, avaient aussi modifié les... Oui. La prise en charge, parce que ça soit... Oui, mais je pense qu'il y a ici les membres des associations, l'association des personnes de petite taille, de l'ostéogenèse imparfaite, et entre autres la maladie d'Ollier. Je pense que l'insertion des patients qui jadis étaient quand même assez ostracisés dans leur vie sociale, personnelle, s'est beaucoup transformé. Les jeunes générations sont beaucoup mieux scolarisées, ont une vie professionnelle, ont une vie sociale, une vie affective, des tas de choses, parce qu'on les a débarrassés de contraintes majeures sur le plan moteur. Oui, c'est ça. Yeah. Plus d'autonomie. C'est une grande... Bon, voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Maroteau. Je voudrais dire un petit mot pour remercier nos collègues orthopédistes, parce que c'est grâce à eux que nous sommes réunis aujourd'hui. Très précocement, Pierre Rigaud a compris que la pathologie osseuse allait évoluer. Au début de ma carrière, cette pathologie osseuse, c'était les ostéomyélites, c'était les tuberculoses osseuses, et il a compris très tôt que tout cela allait être remplacé par la pathologie constitutionnelle. Il m'a ouvert largement ses portes. Nous avons, je pense, avec eux, fait un travail utile pour tous ces malades et je voulais les remercier. Monsieur Maroteau était un médecin, était en activité, un médecin qui croyait beaucoup aux chirurgiens. Je le salue beaucoup parce que nous nous sommes merveilleusement bien entendus. Merci à tous.